Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous. Vous voulez savoir, alors parlons vrai ce matin avec Alona Fischer-Kam qui est ambassadrice d'Israël en France. Bonjour. Bonjour. Volontairement, nous n'avons pas annoncé votre venue pour des raisons de sécurité. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. J'ai une question toute simple à vous poser, directe. Est-ce qu'Israël va répondre à l'attaque iranienne de samedi ? Selon les dirigeants politiques et militaires d'Israël, la réponse est oui. C'est-à-dire, il y aura une riposte israélienne, mais, bien sûr, on ne connaît pas la nature de cette riposte. Est-ce qu'Israël veut détruire la menace nucléaire iranienne ? C'est pas ça l'idée. L'idée est d'envoyer un message très très clair à l'Iran, qu'il doit payer le prix à ce qui s'est passé avant-hier. Parce que ce qui s'est passé avant-hier, c'est sans précédent. C'est une attaque de 300 drones, des missiles de croisière, des missiles balistiques, et avec 2 millions d'Israéliens qui sont dans l'abri. Et avec l'Iran qui, depuis des années, menace Israël et attaque Israël, pas directement, aussi à travers du proxy. Le problème avec l'Iran, c'est pas seulement la bombe nucléaire ou les capacités nucléaires, ça va au-delà de ça. C'est une idéologie, c'est une obsession de détruire Israël. C'est même, je dirais, la raison d'être du régime. C'est la destruction d'Israël. Donc il y a cet aspect-là de la volonté, de la motivation. Il y a aussi un aspect des capacités. Et malheureusement, l'Iran ne menace pas seulement Israël, il menace la région. Toute la région. Et c'est pourquoi toute la région a été réunie avant-hier pour défendre Israël, parce que c'est pas la défense d'Israël ici, c'est la défense de toute la région. Toute la région réunie, ça veut dire toute la région, ça veut dire de nombreux pays arabes réunis, pays du Golfe, Émirats arabes unis, ça veut dire Arabie Saoudite, ça veut dire Jordanie, ça veut dire Égypte. Sans mentionner le nom. Réunis autour d'Israël. Ah oui, effectivement, réunis contre l'Iran, contre la menace iranienne, parce que c'est une menace chiite, c'est une idéologie qu'il veut exporter au monde entier, à commencer par les pays de la région, des pays arabes, par Israël. Donc il y a ici toute une coalition, au potentiel d'une coalition, contre une menace, parce que l'Iran est avant tout un facteur de déstabilisation régionale. Et ça n'a rien à voir avec Israël, où on met le doigt sur le plan du Moyen-Orient. On va trouver les Iraniens, le régime iranien, je vais être très clair, le régime iranien est derrière les coulisses. Alona Fischer-Kam, il y a divergences au sein du cabinet de guerre israélien. Elles sont claires, les divergences, entre ceux qui souhaitent une riposte modérée et ceux qui souhaitent une riposte extrêmement forte. Est-ce qu'aujourd'hui, la décision est prise ? Je ne sais pas si la décision est prise. Et je crois que le message est très clair, qu'il y aurait un riposte. Oui. Et quelle sorte de riposte, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas si c'est déjà pris ou pas pris, mais à moi, ça me semble tout à fait normal que dans un sujet tellement existentiel pour Israël, il y a des divergences. C'est tout à fait normal. Alors, Israël a frappé le consulat iranien à Damas, même s'il n'a pas été revendiqué, mais tout le monde sait que c'est israélien. Parmi les 2 généraux tués à Damas, le général Zaidi, chargé de l'armement du Hamas, du Hezbollah, des milices irakiennes, des Houthis, c'est pour cela qu'il a été tué ? Bon, comme vous l'avez dit, c'est attribué à Israël. Mais donc, c'est Israël. C'est attribué à Israël. Israël l'a pas revendiqué. N'a pas démenti. Oui, mais n'a pas démenti. Mais n'a pas démenti. Mais le cible, bien sûr. Mais le cible de cette attaque n'était pas un bâtiment. C'était, comme vous l'avez dit, ce sont des terroristes et ce sont des commandants de la force Quds au Liban et à Syrie. Donc, c'est ça. Ce qui était le cible, c'est pas le consulat. Et d'ailleurs, c'est pas le consulat qui a été frappé, c'était un bâtiment annexe. Et il y a une grande différence entre les deux. Mais les cibles, c'était pas le bâtiment. Le cible était, comme vous l'avez bien dit, ce sont des terroristes et des commandants. Oui, les cibles étaient bien ces 2 généraux. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne demandent au gouvernement israélien de ne pas lancer une offensive d'envergure. Est-il vrai
ce sont les médias israéliens qui le rapportent. Est-il vrai que Benjamin Netanyahou refuse depuis hier matin tout contact avec les dirigeants étrangers qui veulent l'inciter à ne pas répliquer fortement à l'Iran? Il ne s'agit pas de refuser ou de ne pas refuser. Il s'agit d'avoir un dialogue avec nos partenaires, avec des pays qui étaient et qui sont à notre côté. Et en même temps, ils ont une inquiétude et nous partageons cette inquiétude. Mais ils vous demandent de ne pas répliquer, ces pays-là. Ils demandent d'être très prudents concernant d'essayer d'éviter une escalade, d'essayer d'éviter un embrasement régional. Ce que vous allez faire ? C'est une considération qu'il faut le prendre en considération. Ce n'est pas notre intérêt non plus d'un embrasement régional, tout le contraire. Donc la frappe n'entraînera pas. Vous ne voulez pas répliquer et vous ne voulez pas entraîner un embrasement régional. Écoutez, les choses sont claires. Il faut dire absolument. Mais il faut dire, nous avons ici une opportunité, à mon avis, inouïe, d'avoir une coalition. Donc, avoir des partenaires qui voient avec nous, qui sont à nos côtés, qui étaient à notre côté, et qui voient comme nous la menace iranienne. Donc, c'est aussi une occasion pour promouvoir peut-être aussi des mesures diplomatiques, pas seulement des mesures sécuritaires, militaires. Par exemple, des sanctions contre l'industrie des missiles de l'Iran, quelque chose que jusqu'à maintenant n'a pas été touché par la communauté internationale. Vous voulez dire par là qu'Israël et les pays de la région, les pays arabes de la région, pourraient trouver en commun des mesures qui sanctionneraient l'Iran? Oui, ça fait partie, bien sûr, ça fait partie de cette coalition. Il faut envoyer un message beaucoup plus clair vis-à-vis l'Iran, contre l'Iran, qu'il y ait aussi des sanctions qu'on peut prendre, surtout sur l'industrie de missiles, parce que jusqu'à maintenant, ça n'a pas été touché. On a parlé tout le temps, comme vous l'avez dit, sur la bombe atomique, les capacités nucléaires. Mais les capacités nucléaires, pour qu'ils arrivent à Tel Aviv ou quelque part ailleurs, il faut avoir des missiles pour les porter. Donc peut-être il faut penser à ça. Pour frapper, voilà. Donc il faut penser à ça. Frapper des lieux où se trouvent les missiles, d'où sont envoyés les missiles vers Israël, quoi, si je comprends bien. Non, pas nécessairement frapper, c'est aussi une possibilité, bien sûr. Je m'imagine que c'est une chose qui est considérée en Israël. Mais comme j'avais dit, il y a pour l'instant, nous savons rien de la nature d'une riposte israélienne, mais quand je parlais des missiles, je parlais plutôt des sanctions. Des sanctions sur l'industrie. Je n'ai pas parlé d'une frappe physique sur le... D'accord. Alors, pour que les choses soient claires, la France est-elle intervenue? Parce que la France a détruit certains drones et même des missiles qui étaient envoyés en direction d'Israël. Est-ce que l'armée française est-elle intervenue pour défendre ses bases, notamment la base près d'Amman, en Jordanie, ou pour défendre Israël? C'est une question, bien sûr, qu'il faut poser aux Français, pas aux Israéliens. Mais comment voyez-vous cette intervention française, selon vous? Je ne vois pas une grande différence entre les deux. Parce que je crois qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé avant-hier, c'était une menace régionale, c'était peut-être une menace globale. Je crois que les pays arabes non plus ne sont pas intervenus pour défendre Israël. Ils sont intervenus pour défendre leurs intérêts. Et je voudrais rappeler qu'en 2020, on a conclu les accords d'Abraham. Et là aussi, il y avait les mêmes intérêts de réunir ensemble contre une menace régionale, d'une manière diplomatique, d'une manière politique, pas d'une manière militaire. Mais c'était ça, la raison d'être des accords d'Abraham. Donc c'est pas quelque chose qui a commencé avant-hier, cette idée tout d'abord de la possibilité de créer une coalition, mais une coalition qui est basée sur l'inquiétude pour la défense d'Israël, mais pour la défense de la région entière. Parlons de Gaza. À Gaza, Israël prépare-t-il toujours une offensive terrestre contre Rafah, dans le sud de la bande? Oui. Toujours. Et malheureusement, nous avons deux objectifs à cette guerre. Et c'est une guerre qui n'a pas été choisie par nous. C'est une guerre qui nous a été imposée après le massacre de 7 octobre.
Donc c'est tout d'abord libérer les otages, les 133 otages qui sont encore aux mains du Hamas. Ils sont à Rafah, ces otages ? Oui, effectivement, il y a une grande partie d'eux qui sont à Rafah, selon les renseignements israéliens. Et il y a l'autre but, l'autre objectif, qui est démanteler le Hamas, ou au moins le dispositif militaire. Mais ça fait 6 mois que vous essayez d'éradiquer le Hamas. 6 mois 6 mois et vous n'y arrivez pas ? Tout d'abord, il y a des grandes réussites. De 24 régiments que le Hamas avait au début de la guerre, il n'en reste que 4. Tous les 4 sont à Rafah. Et c'est pourquoi nous sommes concentrés à Rafah. Donc, on a les otages là-bas, on a des régiments, des forces militaires, forces terroristes du Hamas là-bas. Donc, pour nous, au Rafah, il faut trouver une solution à ces deux questions. Est-ce la raison pour laquelle Israël refuse un cessez-le-feu ? Non. C'est-à-dire... Non. Nous, alors que vous avez l'objectif d'aller détruire les 4 régiments qui resteraient à Rafah. Alors que vous avez pour objectif de libérer les otages. Israël refuse le cessez-le-feu avant la libération des otages. Donc pour nous, il faut conditionner... S'il y a libération des otages, échange avec des Palestiniens, des prisonniers palestiniens, vous acceptez un cessez-le-feu ? Et un démantèlement du Hamas, oui, avec une condition. Avec une condition. Que le Gaza et le Hamas, bien sûr, en particulier, soient démantelés pour qu'il n'y ait plus une menace contre le sud d'Israël. Parce que depuis 2005, depuis le retrait unilatéral d'Israël de Gaza, il y avait, théoriquement, un cessez-le-feu. Et pendant les 4 ronds de violence, cette cessez-le-feu était toujours interrompu par le Hamas. Donc pour nous, un cessez-le-feu avant d'atteindre les objectifs qui sont la libération des otages et le démantèlement du Hamas, pour nous, c'est un appel au prochain 7 octobre. Donc pas question d'observer le moindre cessez-le-feu tant que les otages ne seront pas libérés et tant que le Hamas ne sera pas éradiqué. Effectivement. Oui, mais si, donc pas de cessez-le-feu dans l'immédiat, puisqu'il y a 4 régiments du Hamas à Rafah. Donc pas de cessez-le-feu. Non, il n'y aura pas de cessez-le-feu. J'ai compris qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu. Les opérations humanitaires vont-elles reprendre à Gaza et s'intensifier, oui ou non ? Oui, il y a déjà une aide humanitaire très importante. Je voudrais vous rappeler, au début de la guerre, et quand encore les passages étaient fermés, on a dit qu'on avait besoin à peu près de 200 camions pour éviter la famine à Gaza. On est arrivé à 200, puis on a dit 500. On a besoin de 500 camions pour éviter la famine. On est maintenant à plus que 500 et tous les passages sont ouverts. Le port d'Ashdod a été ouvert. Le passage terrestre, il y a un corridor maritime. Et il y a des livraisons par l'air. Donc, il y a tout le temps, Israël facilite l'aide humanitaire à Gaza. Il n'y a pas de famine à Gaza. Il y a quelques problèmes d'un accès et de pillage qu'il faut encore résoudre. Mais en principe, Israël facilite plus que prévu, plus que nécessaire. Alona Fischer-Kam, j'ai quelques questions pour terminer. 5 pays de l'Union européenne sont prêts à reconnaître un État palestinien. Une telle reconnaissance est-elle une solution de paix ? Pas du tout. Tout d'abord parce que toute solution au Moyen-Orient, au conflit palestino-israélien, doit être aboutie par négociation de paix et non par une reconnaissance unilatérale. Donc tout d'abord, il faut redémarrer avec les négociations. Malheureusement, les conditions ne sont pas là. Encore. Tout d'abord parce que le Hamas est au pouvoir et avec le Hamas, il n'y a pas de possibilité de parler. Il n'y aura pas de négociation. Vous ne parlerez pas avec le Hamas. Vous ne négocierez jamais avec le Hamas. On négocie pas avec un groupe terroriste et on négocie... Vous ne négocierez jamais avec le Hamas. Et on négocie jamais avec quelqu'un qui a comme objectif la destruction de votre pays. C'est pas normal. Donc, c'est pas la cause palestinienne. Tout le monde parle de la cause palestinienne. La cause palestinienne, c'est arriver à un accord de paix. Mais le Hamas
est contre l'existence d'Israël. Autant qu'un État juif, ça n'a rien à voir avec la cause palestinienne, ça n'a rien à voir avec une solution pacifique. Alors, est-ce que vous accepteriez... il y avait les accords d'Oslo, tout le monde se souvient de ces accords, avec une coexistence pacifique entre deux États. État palestinien, État israélien. Est-ce que vous accepteriez 2 États aujourd'hui? Aujourd'hui, ce serait difficile, mais je m'imagine que dans le futur, je m'imagine que dans le futur, on arrivera à des conditions où on pourra redémarrer les négociations qui existaient déjà dans le passé. Est-ce l'objectif? Parce que c'est flou dans le groupe. C'est flou chez Benjamin Netanyahou. Il ne dit pas, c'est flou. Ça doit être flou parce que nous avons... Ça doit être flou parce que nous sommes maintenant dans une crise. Vous ne dites pas la solution, c'est 2 États. La solution va être créée, formée par des négociations directes entre nous et les Palestiniens. Comment seront les résultats? Il faut bien sûr attendre. En tout cas, nous ne sommes même pas dans une condition de démarrer ces négociations. Je vous dis cela parce que dans le gouvernement Netanyahou, il y a des ministres qui ne veulent absolument pas de 2 États. C'est normal, c'est une coalition. Oui, et il y a des ministres qui disent Israël, c'est du Jourdain à la mer. C'est une coalition. Il y a un peu de tout, mais la question n'est pas, c'est-à-dire les négociations vont pas être abouties selon des déclarations contre ou pour. Il s'agit des négociations entre nous et les Palestiniens, et on verra quel sera le résultat. En tout cas, côté israélien, il y a une vraie volonté d'arriver à un accord de paix. Nous sommes maintenant dans une situation de conflit très violent. Depuis des années, Israël a payé un prix très très cher. Très cher. Et il n'y a rien que nous voulons de plus qu'un paix avec nos voisins. J'ai une dernière question, parce qu'aussi c'est une question que beaucoup se posent et qui est posée, mais pas toujours franchement. Je vais vous la poser franchement. Quel est l'objectif politique de Benjamin Netanyahou? Il est accusé de fraude, abus de confiance et corruption. Est-ce que la guerre le maintient au pouvoir? Je crois pas. Il y a un consensus en Israël, même parmi les opposants, qu'il faut mener cette guerre jusqu'à la fin, que c'est une guerre juste. Je dirais même que c'est une guerre de survie. Dans le sens, non, parce que c'est une menace à l'existence d'Israël, mais que nous avons face à nous un ennemi qui veut nous détruire et qu'il faut envoyer un message très très clair, non seulement à Hamas, mais à Hezbollah et à l'Iran et à toutes ces entités, pays et organisations qui ont mis comme obsession et comme idéologie et comme stratégie la destruction de l'État d'Israël. Donc sur ces questions-là, il y a un consensus en Israël. C'est pas une question de politique. Et tout le peuple est autour du gouvernement pour mettre fin au Hamas. Tout le peuple, avec de très nombreuses manifestations. La vaste majorité d'Israéliens est en faveur de mener jusqu'à cette guerre, malheureusement jusqu'au bout, parce qu'on n'a pas de choix. C'est pas une guerre que nous avons choisie, c'est une guerre qui nous a été imposée. Donc la guerre jusqu'au bout. Oui. Merci à vous d'être venu nous voir ce matin, d'avoir répondu franchement à mes questions. Alona Fischer-Kam, vous êtes sur Sud Radio, vous réagissez à ce que vous venez d'entendre. 0826 300 300, à tout de suite.